semaines déjà, je cours dans ces endroits, sans arrêt à la recherche. Cette semaine en train, mais en vain, partout des jeunes hommes qui se vantent de leurs exploits. Obstinés, ils veulent palper, têtus comme ils s'imposent, telle citadelle de leur vanité. Ils n'ont pas su me plaire, et demain je prendrai l'air pour m'en aller autre part et rejoindre Léonard entre ses 14 guitares. Cette semaine déjà, je cours dans ces endroits, sans relâche à la fouille d'un amour de mise, mais en vain, rien que d'avoir de jeunes filles sans aucune reprise. Leur jardin vidé, arbustes qui énervent, mieux laisser le soleil griller l'épithète. Elles n'ont pas su me plaire. Demain je prendrai l'air pour partir vers d'autres plaines, avec la belle Marjolaine qui peint les frênes et les chênes. Cette semaine ici, je cours comme un idiot. Ce furent exactement cette semaine de trop. La fonte des glaciers. Cahier 5. Laissez-les fondre, les glaciers et les autres plaques de glace, et fondez avec eux. Autant dire de redresser 500 ans de parcours farfelus. La raideur froidissimée, les clichés soutenus, la polarisation, la guerre, le mensonge, encore plus de polarisation, de tricherie, tout un siècle dit de lumière pour masquer une indoctrination au Tolkien. Jusqu'à où? Jusqu'à quand? Qui de nos jours se réalise encore que l'honorable empire britannique a été fondé par des pirates tels Francis Drake, et dans son sillage, l'Honorable Bank of England, la East Asian Company et les tout premiers sociétés anonymes par action. Même histoire de souche pour la Hollande. Les queues de Sea Beggars tiraient les châtaignes du sinistre avant que les banquiers accourus à Amsterdam en devinrent les profiteurs. Les premiers, d'abord utiles, ensuite ont été délaissés dans la misère de l'après-guerre, tout comme aujourd'hui les vétérans de boucherie de Vietnam et de l'Irak. Dans leur testament furent surtout récupérées la flotte mi-marchande, mi-belligérante. Ce fut bientôt la Oost-Indische-Compagnie qui introduisait la mondialisation ainsi que la première onde vaste de l'esclavage universel des peuples. Sans oublier l'exploit du Dutch English Guillaume d'Orange,
Willem van Oranje, le père fondateur de l'endettement de l'État, envahisseur des îles sans avoir eu à donner un coup de fusil. Faut le faire. Plus proche dans le temps. Qui parmi les capitaines de la fière industrie allemande, se plaignant sans arrêt de l'espionnage industriel du côté des Chinois, veut encore qu'on lui rappelle ces décennies il y a 120 ans, où leurs ancêtres copiaient sans scrupule tout ce qui fut fabriqué en machine-outils sur le marché anglais et américain, avec soutien de l'empereur. Made in Germany. Mensonge sur mensonge sur mensonge sur... C'est de la même mangeoire pervertie que le casino mondial, la bourse, et de milieu des spéculants a été nourri. Sous cette coupole, l'économie réelle est enrichie par un input d'informations et grâce à une assurance nécessaire. Jusque-là la thèse des apologètes néolibes. La réalité s'avère autrement, car c'est exactement de ces informations retenues en secret qu'émergent ces profits odieux, basés sur des millions de paris chaque jour de nouveau. Et les assurances, médicaments dans les hôpitaux pour des maladies engendrées intramuros. Celui qui travaille devra en être honoré et rémunéré de la sorte. D'accord, mais comment? Quelle sorte de prestation? Où trouve-t-on les salaires, les profits, les bonis, les rémunérations les plus hautes, surtout dans ces milieux qui exploitent cette dissimulation informative? C'est bien là qu'il faut chercher les fainéants et les pique-assiettes les plus grands et les plus cyniques à la fois. Ce qui ne veut pas dire qu'il fallait défendre les petits. Dans l'oikos, personne ne dégénère en fainéant, en tout cas pas à long terme. Mais tout cela, c'est légal, s'écrie Olaf Henkel. Légal peut-être, mais loin de légitime, corrige Elibert Prantl. Ce qui est un autre paire de manches. Comment en être surpris si de nos jours même les rappeurs débitent des thèses qui auraient pu être formulées par Machiavelli? Tout comme au XIIe siècle, l'emprunt à taux d'intérêt devrait être interdit et les casinos de la bourse fermés. Ces derniers ont volé leur nom au même siècle à Bruges, ne couvrant pas du tout le même genre d'activité. À l'origine, ce fut une invention des Templiers, afin de permettre des transactions transnationales. Après la chute des vrais chevaliers du Temple, c'était dans la grande maison de M. Van der Beurze que cette assimilation de buts contraires continue à voir le jour. Et le but original fut tout autre que celui de cette horde d'insatiables. Bruges, Amsterdam, London City. The rivers of Babylon. People will forget. People don't regret when they remember Babylon.
Et que faire de cette cloche boursière, cette annonciatrice qui doit avoir sonné comme chanteuse angélique dans les oreilles perverties de tant de lords? Jetée dans l'oubliette du Tower, c'est tout proche. Et les salaires, eux, sont-ils justes? Salaire pensant, de fonds, premium, accord minimum, adapté au marché et à prestations, à situation, selon dépenses, suivant besoin. Mais c'est fou, Abélard, sapristi, t'aurais pu faire autre chose de ta vie de moine, non? Ils seront comment, ces salaires? Plus équités, bien sûr, pas tout à fait égaux, montrant des différences modérées. Car, pourquoi nom d'un chien? Des gens qui sont nés avec une intelligence plus élevée devraient, pour le même atout, être plus rémunérés en argent et en biens. Leur surplus d'intelligence est quand même une récompense déjà suffisante, non? Et si cette intelligence a la chance d'être dirigée par leur cœur plutôt que l'inverse, ils auront même le droit d'obtenir une fonction de cadre dans nos oikos, nos confréries d'affinité. Oui, augmenter d'un surplus en salaire pour le travail supplémentaire émanant d'une position pareille. Qui souhaite gagner plus, temporairement, il lui sera permis en travaillant les heures supplémentaires. Mais seulement si de la manière, il ne met pas en danger la position d'autrui, alors à condition qu'il existe demande pour son produit extra. Vous voyez, de la clarté, de la simplicité, s'il vous plaît, sans ouvrir la porte au mobbing, à l'ambition malsaine. Et l'éducation sera gratuite, à l'exception de celle du journal Bild. C'est un jeu de mots de langue allemande, Bildung contra Bild. Les prix vont s'adapter pour de bon dès que les rémunérés se trouvent à l'aise. Ce qui n'est possible, bien sûr, si avant toute différence extravagante de la répartition des fortunes aura été annulée. Nous revoilà près de nos chers avocats américains et leur plainte Robin des Bois, comme exemple de solution, entre autres, soutenu par d'écrivains populaires tels que John Grisham. Sera-t-il d'accord? C'est une méthode donnée des vouchers d'accès au ciel à ces soi-disant Robin Hood sans conviction réelle. Mieux tard que jamais. Bientôt, tout cela ne sera plus le sujet d'aucune conversation entre âmes réceptives qui sont en conscience des vents nouveaux, car la vie sur Terre aura acquis un air d'agréabilité inconnu avant, lorsqu'elle fut encore dirigée à partir de Babylon. The rivers of Babylon, people will forget, people don't regret, when they remember Babylon. Des notions d'histoire. En décembre de l'an 2009, Hans Werner Sinn, super économiste de l'Institut munichois IFO, a été désigné dinosaure de l'année.
titre donné par l'Union des protecteurs de la nature NABU. Cet honneur est comparable au prix Nobel IG, dédié à des efforts scientifiques inutiles et grotesques. Or, pour les vantards et les crâneurs dorés, sans oublier les fanfarons. On avait choisi Zinn parce qu'il ne cessait pas de distribuer ses théories désuètes sur des marchés qui prétendaient régulariser le marché. D'après NABU-chef Tjimke, Zinn est un dampfplauderer, un phraseur, un baratineur, trempé, macéré d'une persévérance de missionnaire égoïste. Un élu des années précédentes fut Olaf Henkel. Pour l'année prochaine, je proposerai Rainer Hank, rédacteur en chef pour l'économie dans le Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Car celui-là vient d'avoir trouvé la preuve ultisimée que le christianisme ne comprend rien d'économie. Plus exactement, dans les résidus CO2 et autres détritus des plaques de glace éternelles polaires. Oui, des géologues, dit-il, auraient constaté que jusqu'au XVIe siècle après le Christ, ces sédimentations se seraient accrues. Entre 600 et 1600, par contre, diminuèrent considérablement et finalement, à partir du XVIIe siècle, ont repris vitesse en avant. Aucun doute, dixit Rainer, les chrétiens, dont l'influence était devenue plus prononcée depuis 600, prêchèrent l'humilité et la pauvreté et ont obtenu ce qu'ils voulaient. Seulement après que leur règne s'inclinait, le PIB a grandi de nouveau et enfin le monde est devenu riche. En outre, il en fut le grand révélateur que la croissance telle qu'elle se déroule aujourd'hui est une bonne chose pour les moins nantis aussi, car elle est la seule façon de rembourser petit à petit leur endettement envers les investisseurs qui furent si gentils de leur emprunter leur liquidité précieuse. Moi, personnellement, je trouve que les pauvres habitants de cette planète ont assez souffert sous des dinosauriens de cette souche, et que des grands esprits comme Zinn, comme Henkel et Hank, certainement ayant eu leurs mérites secondaires, devraient être ménagés dorénavant, en leur procurant un poste lucratif d'études et de recherche dans un Jurassic Park, peut-être à côté du plus grand tour de Dubaï, où il ne reste plus beaucoup à sauver. D'ailleurs, une excellente destination pour des excursions scolaires au sujet de notre préhistoire morne. Cette sorte d'excursion se limite à une par an. Ainsi, le danger d'une impression funeste sur ces âmes candides d'adolescents ne dépassera pas une dose intolérable. Encore une fois, Monsieur Hank, beaucoup d'ordures, c'est beaucoup de PIB, produits industriels bruts. Autant dire progression économique. Logique de dinosaures.
Il ne me faut pas éclaircir le terme ordure. PIB, par contre, n'est pas compris par tout le monde. Pour en faire partie, il faut qu'une transaction soit facturée, sinon les statistiques ne le mentionneront point. Au Moyen-Âge, la mise en facture ne fut que l'exception. Alors, au point de vue PIB, un morceau zéro. Mais oui, là, d'un coup, il me vient une idée lucide. Vous, les femmes de ce monde, est-ce que vous réalisez en quelle mesure votre comportement habituel est arriéré, PIB arriéré? Car chaque jour de nouveau, après que votre travail au bureau, etc., se termine, vous regagnez la maison pour y cuisiner le souper, écouter les enfants qui racontent leurs petites histoires de leur petite journée, baigner les tout petits et les mettre entre les draps en chantant peut-être une chanson. Comme ça, vous en êtes la cause que votre PIB personnel se réduit et se stabilise sur le coefficient 0 jusqu'à 8 heures du matin. Ça fait 14 heures de Moyen-Âge. Il est grand temps alors d'imputer en facture ce travail domestique auprès de votre mari. Y inclut les services sexuels durant la nuit, payé double. Et oups, le PIB de votre cher pays pétera comme un fusil. Alors ne tardez pas, c'est votre devoir envers pays et l'économie, et faites vite fin à cette pratique débilement moyenâgeuse. Chaque fois que j'entends PIB comme indicateur du bien-être, je pense à ces instruments de contrôle pour les gaz d'échappement diesel vers la fin des années 1980. Là, ils attestèrent cette sorte de combustible comme étant une des meilleures au point de vue écologique. Diable. Es ist ein Ros entsprungen. Une rose est éclose d'une racine douce. Elle était de la souche de Jesse et elle emporte une petite fleur au milieu de l'hiver froid, au milieu de la nuit, je crois. L'image de la rose représente le pentagone, le pentagramme. Avec la naissance de Christ, celle avec la pointe en haut remplaçait celle visant le bas. Dans la même bergerie, Arthur fut né. Sa table ronde, ce seront des apôtres plus tard. C'était la première Renaissance. Dès le moment où l'empereur romain Constantin avait déclaré le christianisme étant la religion d'État, il devient clair ce qu'avait voulu dire Jésus lorsqu'il suggérait à Pierre que non seulement lui, mais aussi Jean serait son successeur. Lisons dans l'Évangile selon Jean. À ce moment, Pierre se retournait et voyait que l'apôtre que Jésus aimait les suivit. Il dit à Jésus, « Maître, quel sera son devoir ?» Jésus répondit, «
Si je lui dis de rester jusqu'à mon retour, cela ne perturbera pas ton chemin. Jésus avait sûrement prévu à quelle vitesse ses paroles seraient maltraitées et privées de contenu. Et qu'à l'église de Pierre, risquant de finir en distributeur de douilles, le désert égyptien apporterait sauvetage au juste moment. Les moines pauvres du désert, appelés aussi les anachorètes, tels Antoine, Paul et tant d'autres, aussi des femmes, encore plus authentique et sans doute plus fraîche, fut la relève au 5e et 6e siècle. Fini le désert, cette fois ouvertement et presque franchement à la lisière extrême gauche de l'Europe occidentale. Sur certaines îles, des tables rondes avaient surgi, inspirées à la façon de gens, peuplées d'hommes et de femmes qui vivaient et travaillaient selon les enseignements authentiques du Nazaréen. Ils étaient des descendants, aussi d'un point de vue spirituel, de Joseph d'Arimathia, assimilés dans le paysage celte. Il ne fallait pas attendre longtemps qu'ils quittèrent l'île, direction est, où la plupart s'arrêta déjà une fois ayant atteint le début du continent. Là, longtemps avant, des héritiers physiques et spirituels de Sainte Marie de la Mer et de Lazare, arrivés de Provence, avaient préparé et enrichi le sol, afin que les mots et les actes des insulaires ne tomberaient sur raides rochers et y sécheraient. Tambouille pour corbeau. L'assimilation quasi idéale de ces aimants, appelée après mariage spirituel, Kümische Hochzeit, prit lieu dans cette région vallonnée du nord de la France et du sud de la Belgique. Un des Arthurs de cette compagnie s'appelait Colombin, la Colombe, Colombon. Sa forteresse, entre guillemets, se trouvait à Luxeuil, au milieu de la forêt. C'était la deuxième Renaissance. Elle avait une influence énorme, plus tard également sur la nouvelle église de Pierre, réinstallée au nord et solidifiée sous une puissante force structurée. Le royaume de Charlemagne, roi des Francs, en quelque sorte un Constantin réincarné et optimalisé pour l'Ouest. Dans les chroniques de ce temps, riches en légendes, on y parle beaucoup de bruit d'armes. Pourtant, ceci n'était rien que le ton descendant. Celui qui montait en influence cachée et en validité réelle, c'était le côté féminin, aussi dans l'homme, celui de la Sophia, la contrepartie, le complément du Dieu masculin. Et ce fut surtout au XIIe siècle que ces changements prirent forme enfin, à la troisième Renaissance. Geoffrey de Monmouth, chrétien de Troyes, les cisterciens, Éléonore d'Aquitaine, les Templiers, les croisades en tant que désastres militaires, l'épanouissement des cloîtres de belles villes comme Bruges, Canterbury, Bamberg, etc. Le Graal, la Mine de Médezan,
l'amour courtois, Wolfram von Eschenbach. Des instruments de repère à la Rainer Hanke, Werner Sinn oder Olaf Henkel, et surtout ce PIB balourd, n'aurait certainement donné aucun signal au milieu de ces événements. Pas étonnant, presque rien ne fut mis en compte. C'était du vrai Wirtschaft, création de valeurs réelles, et enclin à tout développement, pratique même, techniquement innovatif, quoique mis en fonction par ordre de suite et non dicté par la folie rageuse de quelques effrontés. Et que cela a fonctionné, les gars, plus d'un siècle même, jusqu'au XIIIe, quand des poids légers, des pubertaires, autour de leur table de plus en plus carrée, devinrent avides de disputations, et quelque temps après, les sophistes des universités violèrent la Sophia. Dans les îles, en extrême ouest, Arthur, désespéré, se battait contre son fils sournois, Mordred. Lorsqu'il mourut à Avalon, une multitude de femmes pleuraient autour de son lit de mort, les enfants des Saintes Maries de la Mer. Mais pas que eux. Entre-temps, les enfants de Mordred firent assaut au coffret et levier de couplage et commande de la planète et installèrent Machiavelli comme pape réel et antispirituel au cours d'une fête pleine de faste, de pompe, de vantardise, de violence et de gestes lubriques aveuglants. Plus tard, ils appelaient cette orgie sans fin Renaissance. Je moet maar durven, on dit en Flandre. Les navires qui bientôt parcouraient le globe dans un premier grand essai d'esclavage, ils portèrent des noms comme Thomas More ou Erasme, qui, décédés, ne pouvaient plus protester. Mais Arthur n'est pas mort, il dort. Et quand le roi venu du nord et la reine arrivant du sud s'unifieront à l'occasion d'un mariage spirituel, il s'éveillera à la veille de la 4e Renaissance. C'est quand? Lorsque fondront les glaces dites éternelles,